C'est l'un des plus beaux villages le long de la rivière Dordogne, un ancien port gabarier dont toute l'histoire est intimement liée à ce cours d'eau qui prend naissance tout là-haut, dans le Massif central, avant de rejoindre 500 km plus loin la Garonne pour former l'estuaire de la Gironde. Bienvenue à Argentat, notre point de départ pour vous faire découvrir la Dordogne corrézienne, une partie beaucoup moins connue que celle qui coule en Périgord. Au programme, une randonnée entre barrages et villages, des paysages de bout du monde où la nature s'exprime en taille XXL. Nous partirons ensuite pour une partie de pêche à la mouche dans ce que certains désignent comme le paradis pour les amateurs de ce sport. Enfin, nous irons admirer un joyau, Beaulieu-sur-Dordogne, une cité médiévale surnommée la Riviera Limousine, cap sur la Corrèze, les gorges de la Dordogne. Située à l'est de la Nouvelle-Aquitaine, la Haute-Corrèze offre des panoramas exceptionnels. Des paysages composés de plateaux élevés, entaillés par des vallées, creusés par des cours d'eau, dont le plus important est la Dordogne. Jean-Marc Chirier, créateur d'un parcours de randonnée de 200 km dans cette région, un peu à l'écart des routes touristiques, a promis à Éric l'un des plus beaux points de vue de tout le sud-ouest. Parole tenue, Jean-Marc, quel point de vue incroyable, où est-ce qu'on se trouve exactement? Mais là, on se trouve à Gratte-Bruyère, confluence de la Sumène et de la Dordogne, sur la commune de Serrandon, endroit magique, spot corrézien, on va dire. C'est vraiment l'endroit idéal pour découvrir ces gorges de la Dordogne, pour avoir une première approche. Là, on est vraiment bien. Avec ton association de villages en barrage, vous avez créé un beau parcours de randonnée qui fait 200 km au total. Il faut combien de jours d'ailleurs si on veut faire la totalité? Disons qu'il faut une quinzaine de jours pour les non-aguerris. Après, nous, notre souhait, c'est qu'il soit ouvert à tout public. Donc on peut très bien imaginer, et c'est ce qui nous arrive là depuis 2-3 ans, on a des familles complètes, c'est-à-dire que ça va du grand-père qui a 70 ans et passé, aux petits-enfants qui ont 8 à 10 ans. Donc on a imaginé des petits parcours. On peut le faire par tronçon. On peut le faire par tronçon, voilà. Chaque jour peut avoir un parcours dédié. Avec en plus un joli nom, Itinéraire. Ah oui, parce que là on rêve tout le temps. On est dans le rêve tout le temps et tout ce qui est autour de nous ne peut que nous faire rêver. La nature, la faune, la flore, franchement, on n'a que de quoi rêver. Il faut bien comprendre, Jean-Marc, que ces chemins, ils existent en fait depuis des siècles. Ils existaient bien avant les barrages et sûrement depuis des siècles, puisque ces chemins avaient tous une signification. Certains s'en servaient pour la pêche, pour aller vendre leur pêche de jour. D'autres chemins servaient pour le monde de l'agriculture. Tu leur redonnes vie en fait à ces chemins avec ce parcours de rando. On lui redonne vie. La petite anecdote, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, on a rencontré une petite mamie qui nous a vu sortir d'un bois et qui nous dit « Non mais ça fait plus de 70 ans, j'ai vu personne sortir d'ici ». Il faut revenir un siècle en arrière pour comprendre comment sont nés ces paysages hors normes. La vallée a en effet totalement changé de visage avec la création à partir des années 30 de l'un des plus gigantesques ensembles hydroélectriques en France. En tête de réseau, le barrage de Bord-les-Orgues, le premier d'une longue série qui forme un impressionnant escalier d'eau. Nous arrivons, Jean-Marc, sur le barrage de Chastan, mis en eau en 1952. Raconte-moi ces chantiers qu'on imagine titanesques.
Il faut se dire que pour un géant pareil, il y avait plus de 1000 ouvriers. On créait des villages, des cités, avec un cinéma, une église, avec des restaurants, des cantines et ainsi de suite. C'était un mixage de population extraordinaire, l'Europe avant l'Europe. Mais malgré tout, c'était ce mixage qui était important, où tout le monde, à la fin de la journée, tant pis, tout le monde faisait la fête. On ne parlait pas la même langue, mais tout le monde faisait la fête, dansait, chantait. Et ça, c'était très important à cette époque-là. Après, technologiquement, c'était aussi une performance incroyable. C'est des centaines de milliers de mètres cubes de béton, des machineries incroyables. Ah oui, oui, oui. Il faut savoir, par exemple, que sur ce barrage-là, on amenait les gravats des gravières d'Argentat et on amenait le béton de la Garde Corrèze, qui est à vol d'oiseau à plus de 15 km. Et tout ça en wagonnet. C'était vraiment extraordinaire. C'était une aventure géante. C'est probablement l'un des plus grands chantiers qu'il y avait en Europe à cette période-là. Ah oui, sûrement le plus grand chantier. Il faut quand même savoir que c'est la rivière qui a le potentiel barrage le plus important de France à l'heure actuelle et qui fournit quand même de l'électricité à plus d'1 million de personnes. Ces barrages, pour toi, Jean-Marc, c'est un patrimoine qui mérite d'être montré et raconté. Il faut rendre hommage à ces gens qui ont travaillé là. Et comment leur rendre hommage si ce n'est qu'en en faisant voir ce qu'ils ont fait de leurs propres mains. À cette époque-là, on travaillait peu avec les machines. Il faut dire que ces barrages, aujourd'hui encore, ils sont d'une grande utilité dans la politique énergétique française. Bien sûr, c'est l'énergie verte. Il faut savoir que le stock d'électricité, il est derrière nous. Et oui, parce que l'électricité, on ne peut pas la stocker. Non. Alors que là, on a l'eau à disposition pour Tout à mettre fait. en route les turbines quand il y en a besoin. Tout à fait, et puis c'est de l'instantané. Il faut savoir qu'on peut avoir une tranche nucléaire en 3 minutes avec un barrage. Aujourd'hui, on a cette énergie renouvelable, propre et stockable. Itinéraire, c'est une randonnée dans l'espace, mais aussi dans le temps. Impossible d'oublier que la construction de ces barrages a totalement bouleversé la vie des habitants qui vivaient au bord de la Dordogne. Ils ont dû quitter leur maison, abandonner des villages qui ont fini noyés sous les eaux de ces immenses retenues d'eau, comme à Confolens-Pordieu. C'était comment, ici, Jean-Marc, avant la création du barrage? Avant la création du barrage, il y avait un très beau village là, avec 500 âmes. Carrément, 500 habitants. 500 habitants avec des hôtels, restaurants. Il y avait la voie ferrée, il faut s'imaginer. Il y avait 2 routes, 2 ponts. On imagine le crève-cœur que ça a été quand même pour les habitants de quitter leur maison. C'est une cicatrice qui reste encore profonde pour certains habitants. Je pense que quand même les gens qui à l'heure actuelle ont plus de 70 ans, encore cette cicatrice, il faut le comprendre, toute une vie a été bouleversée en quelques années, en moins de 10 ans. On s'est retrouvé de vivre dans la vallée, dans un endroit riche et tout ça, pour monter sur les crêtes. Et c'est un exode. Comme tout exode, c'est dur à vivre. Et puis, ça dure très longtemps. Il y a très peu de temps, j'ai rencontré quelqu'un là, qui m'a dit « Mais je pourrais dire où sont toutes les maisons, toutes. Je sais où est l'hôtel, je sais. » Même sous l'eau, quoi. Ils ont encore cette image-là. On sent qu'il y a quand même ce rapport amour-désamour vis-à-vis de ces barrages qui ont bouleversé effectivement les paysages, mais qui ont aussi apporté une certaine modernité, un changement de vie. À cette époque-là, il fallait l'électricité. Il n'y avait pas de secret. L'électricité, on la produisait, on connaissait que ce système. Donc effectivement, il y a le désamour des gens qui étaient là. Et puis à l'heure actuelle, il y a toute la richesse que peut amener un lac, une retenue comme celle-ci. Il y a la richesse touristique, il y a le monde de la pêche, il y a tout ce qui est bateau, ainsi de suite. Non, je pense que franchement, le désamour s'est transformé en amour pour la population actuelle. Cette randonnée est ponctuée de points de vue tous plus beaux les uns que les autres. Comme ici à Saint-Nazaire, où un chemin de croix érigé au XIXe siècle rend hommage aux protecteurs des gabariers qui devaient passer les dangereux rapides de la Dordogne.
Pour terminer notre balade, tu tenais absolument à venir ici parce que je crois que c'est un endroit qui te tient particulièrement à cœur. Tout à fait. Le site de Saint-Nazaire est un site assez remarquable. La rencontre entre la Diège et la Dordogne à ce niveau-là reste un des points les plus sauvages tout au long de notre sentier. Et un point étape où on va basculer en traversant la Diège sur un autre pays, ni plus ni moins, une autre nature, un autre habitat. Et là, c'est vraiment l'endroit prédit pour ça. Quelle belle aventure quand même ça a été cet itinéraire, parce que ça a participé à la vie de ce pays. Mon premier objectif, c'était de dire qu'il faut que la population s'approprie ce projet de randonnée. Et ça, on n'a mis que 6 mois pour qu'ils se l'approprient. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et qui était, même pour moi, souche corrézienne, je ne pensais pas qu'en 6 mois, les gens allaient dire « mon sentier, notre sentier ». Un immense merci, Jean-Marc, un immense bravo pour tout ce travail effectué. Et le nom que tu as donné à cette randonnée, vraiment est justifié, itinéraire de rêve. La vallée de la Dordogne est la plus grande zone de France labellisée réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Un gage de qualité environnementale qui concerne tout le bassin versant, notamment les affluents comme la rivière Maronne. Elle a elle aussi creusé de magnifiques gorges sur ce plateau granitique qui forme la Xaintrie. Une terre haute réputée pour abriter les impressionnantes tours de Merle. Une cité-forteresse datant du Moyen-Âge qui servait de frontière entre le duché d'Aquitaine et le comté d'Auvergne. C'est à quelques battements d'ailes de ces fortifications qu'Éric a rendez-vous avec Mathieu Gentilhomme pour une initiation à la pêche à la mouche. Elle vient d'où, cette rivière, la Maronne? Alors elle vient du Massif central, elle passe au pied de Salers, l'a bien nommé. Donc elle vient directement des montagnes, des sources du Cantal.